Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Dimanche en politique. Toute la semaine se tient à Pessac le festival du film d'histoire avec cette thématique culture et liberté. Une thématique d'autant plus actuelle et opportune que l'on vient de commémorer il y a tout juste une semaine les attentats du Bataclan. La culture qui nourrit les libertés et renforce nos démocraties mais qui est aussi la cible de ses opposants les plus barbares. On va en parler tout de suite. Culture et liberté, c'est donc la thématique du festival de Pessac. Qu'on en parle avec mes invités. Bonjour Madame Tchaouane, vous êtes la présidente du jury du festival cette année. Alors vous êtes aussi écrivain, essayiste et ce festival s'est ouvert sur la diffusion du film d'Andrzej Wajda, After Image. C'est l'histoire d'un artiste qui refuse de se soumettre au réalisme socialiste et puis en subit forcément les conséquences de ce pouvoir communiste en Pologne. Est-ce que vous diriez, vous qui avez beaucoup écrit et qui écrivez encore sur l'idéologie islamique, qu'il y a un parallèle entre cette idéologie-là et l'idéologie communiste? Alors, je pense que l'idéologie islamique que je traite effectivement dans mon essai qui va sortir la semaine prochaine a des choses en commun et avec le communisme et avec le nazisme et le fascisme. Donc, ce n'est pas tout à fait comparable avec aucune de ces trois idéologies, mais c'est un mélange du fascisme, du nazisme et de l'idéologie communiste. Alors ce film d'Andrzej Wajda est dans la compétition officielle, autant dire qu'il correspond tout à fait à la thématique culture et liberté. C'est un film qui plonge le téléspectateur dans les rigueurs de la vie quotidienne de ce système communiste et qui oblige au fond les artistes à se taire. On va en regarder un extrait puis on en parle tout de suite. Zakończył swoje obrady. Wcielimy w życie doniosłe uchwały Kongresu, walczyć o ich urzeczywistnienie, mobilizować wokół nich najszersze masy ludowe, zbliżać Polskę do socjalizmu. To święty obowiązek każdego członka partii. Nie ma wątpliwości, że dla realizacji wielkich zadań wytkniętych przez Kongres potrafimy skupić najszersze masy narodu. Niech żyje naród polski, niech żyje jego bohaterska klasa robotnicza, niech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Alors Michel Vinocq, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes historien, vous êtes aussi le membre fondateur de ce festival de Pessac. Alors on le voit dans cet extrait du film d'Andrzej Wajda. Stravinsky, c'est un grand maître de la peinture moderne. Il est non seulement au fond empêché de travailler, mais il est presque privé de vie puisqu'on lui enlève ses bons de rationnement, l'empêche de vivre. C'est un système qui est très dur et qui va jusque-là, qui est sans pitié. Effectivement, la culture, dans un régime autoritaire, dans un régime totalitaire, est dangereuse. Ce n'est pas que ces régimes n'aient pas de culture, mais ce sont des cultures imposées, dirigées, obligatoires, qui conditionnent les mentalités, alors que la culture
a besoin de liberté pour s'épanouir. Mais tous les régimes, avant même qu'il y ait au XXe siècle des régimes totalitaires, si on remonte au XIXe siècle même, tous les régimes dictatoriaux, autoritaires, se sont méfiés de la culture. Par exemple, sous Napoléon III, c'est quand même pas Hitler, Napoléon III, vous avez un ministre de l'instruction publique qui s'appelle Fortoul et qui supprime l'agrégation d'histoire et l'agrégation de philosophie. Pourquoi ? Parce que l'histoire, la philosophie, entre autres, ce sont des disciplines dangereuses. Pour un pouvoir autoritaire, ça fait réfléchir. Justement, pour corroborer ce que vous dites, M. Vinok, aujourd'hui la Pologne, elle est gouvernée par un gouvernement de droite conservateur avec un retour, au fond, des contrôles, notamment des médias, de la culture. Et au fond, vous diriez qu'on n'a pas fait tant de progrès que tout cela aujourd'hui ? Si, on a fait certainement. Si, depuis le 19e siècle, on a tout de même fait des progrès. Mais il est vrai que dans tous les régimes, vous parlez de la Pologne, on peut parler de la Hongrie, donc tout en restant en Europe, par conséquent, dans ces régimes, il y a une suspicion par rapport à la liberté de la culture. Parce que la culture, c'est la respiration de la démocratie. C'est la culture qui inspire l'autonomie des consciences et donc le libre examen, la critique. Et il faut par conséquent contrôler, verrouiller la culture. Alors il faut rester au fond toujours vigilant si on vous entend. Madame Djawan, il y a toujours, enfin en quelque sorte, même là en Pologne, il y a toujours en toile de fond derrière la religion qui est là, qui impose, ce qui est le cas encore en Pologne. Le poids de la religion, c'est comment vous le jugez ? Écoutez, la religion, lorsque reste seulement une religion, encore ça va, mais lorsque la religion voudrait et veut occuper la place sociale, et veut surtout s'immiscer dans la politique, là, ce n'est plus une religion comme, voilà, d'une façon traditionnelle, on peut dire la religion, ça devient un système politique et quelle que soit la religion, elle se idéologise et ça devient un système politique et totalitaire. Pour aller dans le sens de Michel Vinok, je dirais que par exemple en Iran, aujourd'hui, n'importe quelle création culturelle, que ce soit un livre, un film, est soumis à 5 organes de censure. 5 organes. Ça veut dire que vous avez 5 organes, 5 institutions différentes pour que, voilà, il n'y ait pas de truc. Ils viennent, ils vous disent, voilà, ce mot c'est de trop, cette phrase est de trop, cette image est de trop. Donc, c'est la culture est déterminée et façonnée par le pouvoir et tente de façonner tous les êtres humains, en fait. Alors, pour revenir au festival, cette semaine, Jean-Paul Ravneau est venu présenter son film Bon Voyage. Karim Jbali et Ludovic Agnato ont rencontré le réalisateur. Au papier. Yvan Attal, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu pour un grand film d'action, de drame, d'amour, mais aussi d'histoire. Histoire avec un grand H. Bon Voyage est un film qui a donc toute sa place au programme de ce 27e festival. Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau présente donc son film, dont il a tourné plusieurs séquences ici à Bordeaux et à Pessac. C'est excitant de filmer un dimanche matin alors qu'il n'y a personne. Enfin, il faut dire qu'on a bloqué un peu les rues. Le pont de Pierre à Bordeaux, vide. Et qu'on y a incrusté ensuite sur ce pont de pierre vide les colonnes immenses de l'Exode de juin 40. Culture et liberté pour cette 27e édition. Il s'agit de réfléchir sur la portée d'une œuvre, de la replacer dans son contexte actuel. Le public visé, le plus large possible, cela va des collégiens jusqu'au 3e âge. On l'a bien compris, les cinéphiles qui viennent ici viennent chercher, toujours, un certain regard sur le monde. Alors Michel Vinok, un certain regard sur le monde, pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est vraiment l'ADN de ce festival de Pessac qui n'a pas eu l'année dernière, qui n'a pas eu lieu pour des raisons que l'on connaît, mais c'est vraiment cet ADN-là, faire réfléchir les gens. Le festival a eu lieu, il a été... Oui, décalé, pardon. Ouais. Décalé, différé, oui. Oui, un festival du film, d'histoire, c'est fait aussi pour faire réfléchir sur l'évolution, évidemment, des sociétés. C'est fait aussi pour faire plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier le principe de plaisir.
Il y a, dans un festival où l'on présente une centaine de films, des moments magnifiques, des moments sublimes, mais il y a aussi une intention, c'est vrai, une intention qu'on peut dire politique au sens très large du mot, faire réfléchir les gens sur les menaces qui pèsent sur une société, la nôtre, et qui n'est pas seulement, je dirais, une menace extérieure, qui est une menace qui vient de l'intérieur. Culture et liberté. Bien entendu, la culture a besoin de la liberté, et la culture nourrit la liberté. Mais il y a une forme de liberté excessive, disons, extrême, qui finalement se retourne contre la culture. Je pense à la liberté du marché, n'est-ce pas? Et je ferai une comparaison. Du temps où la télévision avait une chaîne, ou deux, n'est-ce pas? Il y avait en prime time, comme on dit en bon français, à 8h30, vous aviez tout de suite un grand classique, souvent, n'est-ce pas, de grands films, de grandes pièces de théâtre. Aujourd'hui, on les repousse à minuit, à 1h du matin, parce que l'audimat règne. Et par conséquent, il y a une dictature du marché qui est fondée sur la liberté. Liberté du marché, liberté d'expression, etc. Oui, mais qui se fait aussi au détriment d'une culture, d'une vraie culture. Voilà si vous voulez, la tension qu'il y a entre ces deux mots. La culture a besoin de la liberté de la culture, oui, mais la liberté peut aussi, dans ses excès, peut contrefaire la culture. D'accord. Pour rester dans cette notion de liberté, Madame Jaouane, vous avez fait, vous, l'amère expérience de l'arrivée islamique iranienne. Vous avez dû fuir votre pays et vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur, justement, cette théologie islamique, cette théorie, pardon. Et vous avez sorti un livre qui s'appelle Bas les voiles, qui vous a fait, au fond, connaître. Mais qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui vous disent « j'ai la liberté et le droit de porter le voile, c'est ma liberté ». Alors d'abord, pour encore aller dans le sens de notre très cher ami Michel Vinocq, je dirais que Montesquieu disait que la liberté est de faire ce que les lois permettent. Encore faut-il que les lois soient justes. Je veux dire, pour les lois du marché qu'on connaît aujourd'hui, vous savez, cette espèce de libéralisme, ce qu'on appelle le libéralisme, ce n'est pas une liberté, en fait, parce que c'est la loi du plus fort qui écrase les plus faibles. Et ces lois du plus fort écrasent effectivement de plus en plus, même dans les pays démocratiques, beaucoup de gens. Même si elle laisse plus de choix, parce qu'au fond c'est ça finalement. Oui, mais le choix, vous savez, tout le monde n'a pas le choix. Je veux dire que non, le libéralisme sauvage ne laisse pas beaucoup de choix, donne beaucoup de possibilités. Qu'un film, vous ne donnez pas le choix. Non, c'est pas. Oui, on parle pas de ça. Je pense que là, c'était pas le propos ni de moi ni de Michel Vinocq, pas du tout. On parle de libéralisme sauvage, cette espèce de loi de marché qui gouverne aujourd'hui, parfois même les cultures. Et parlant de ça, j'aimerais vraiment rendre hommage au Festival Culture et Liberté parce qu'ils font un travail mais absolument admirable, toute l'équipe, François Aimé et Alain Rousset et tout le monde, et même les filles sont formidables. Et c'est vrai que moi déjà 3 jours ici, j'ai appris beaucoup. Donc à la fois il y a des films historiques, il y a des débats, il y a les gens cultivés, intelligents qui viennent, il y a vraiment le bouillonnement de la culture. Alors, pour répondre à votre question, vous savez, je ne vais pas, parce que ça serait trop long, mais dans l'essai que j'ai fait, j'explique ce que c'est que l'idéologie islamique et en quoi l'idéologie islamique se distingue de l'islam. L'islam, tout le monde connaît les 5 piliers de l'islam. Or, là, vraiment, j'ai passé des années à réfléchir, à étudier. Pour la première fois, je donne les 10 piliers de l'idéologie islamique qui n'ont rien à voir avec les 5 piliers de l'islam. Et j'explique politiquement, historiquement, comment l'islam, depuis même la création des frères musulmans en Égypte, mais bien un peu avant, comment l'islam s'est idéologisé et comment cette idéologie islamique aujourd'hui en France, en Europe, comme d'ailleurs en Tunisie, en Égypte, en 79, en Iran, donc
essaye de vraiment... c'est une idéologie et qui a une ambition politique et qui veut, comme je l'ai dit déjà dans un essai « Que pense Allah de l'Europe ?», tente d'instaurer des régimes islamiques dans les pays du Maghreb, ce qu'on a vu avec le printemps arabe. Heureusement qu'il y a eu le coup d'État en Égypte, et aussi de peser politiquement en Europe. Et je donne aussi, déjà j'explique, et je donne vraiment des arguments solides. Des arguments dans votre livre qui va apparaître. Mais on qui va sortir la semaine prochaine. Et je donne des arguments solides à tous pour pouvoir répondre, mais d'une façon absolument logique. Voilà. Et là, dans une logique occidentale. Vous nous en direz un mot. Répondre à toutes ces femmes ou à tous les hommes qui veulent imposer les dogmes religieux qui se sont idéologisés à tout le monde dans des sociétés démocratiques. Et je propose quelques choix. Après, il faut décider tous ensemble. Alors, Monsieur Vignoc, vous disiez que trop de liberté peut tuer la liberté. On peut dire aussi que le pouvoir s'est aussi servi de la culture pour ses intérêts et réciproquement. Il y a un documentaire qui est diffusé dans ce festival qui est intitulé « Les artistes au pouvoir », documentaire d'Yves Rioux et Philippe Pouchin, qui illustre tout à fait ces années Mitterrand-Langue. On va regarder un petit extrait et on le commente juste après. Ce que l'on n'avait jamais vu, c'est une telle inflation de projets. On prévoit la rénovation du Louvre, la construction d'une grande bibliothèque, l'édification d'une arche à la Défense, la création d'un nouvel opéra à la Bastille et du Zénith à la Villette. En réaction, les critiques pleuvent, et même au sein de la gauche. Parce qu'il ne faut pas oublier que le doublement du budget de la culture s'est produit en 81 à 82, à une époque qui était déjà une période de crise économique, et où beaucoup de voix, en particulier à gauche, mais même à droite, disaient « l'urgence, c'est la sidérurgie, c'est pas de doubler la culture ». Donc le discours que nous connaissons aujourd'hui, il était déjà tenu à l'époque, sauf que Mitterrand ne l'a pas entendu. Alors là, Michel Vinocq, on est plus dans une forme de critique d'une culture élitiste qui sert plus des intérêts particuliers qu'elle ne sert à émanciper les esprits. C'est un peu ça Oui, c'est un peu réducteur ce que vous dites, parce que, bon, tout d'abord, historiquement, tous les princes, les rois, les monarques, les empereurs ont voulu se perpétuer dans la pierre, ont voulu se perpétuer dans... C'est le cas de François Mitterrand, vous voulez dire? Oui, ben, je vois bien que c'est François Mitterrand, mais il est l'héritier, n'est-ce pas, d'une tradition. D'une tradition qui remonte... Oui, son entrée au Panthéon, c'est un peu l'illustration. Rappelez-vous Versailles, rappelez-vous, enfin, etc. Donc, seulement, l'intérêt, si vous voulez, on peut le critiquer du point de vue des finances, on peut le critiquer du point de vue personnel, en disant que c'est que cette mégalomanie, etc. Mais le résultat est, quand l'artiste a été bien choisi, quand les travaux ont été bien faits, c'est que ça reste dans le paysage et qu'on n'en est pas malheureux, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est très compliqué, cette histoire des rapports entre le pouvoir et la culture. Guy Bedos disait « Je suis devenu un artiste gouvernemental ». Oui, mais quand la culture est complètement dépendante du pouvoir, là, c'est le danger, évidemment. C'est le danger suprême, parce que les artistes eux-mêmes feront en sorte de servir le pouvoir. Mais quand il y a une initiative d'un pouvoir, et surtout d'un pouvoir, je dirais, démocratique, pour créer un musée, pour créer un arc de triomphe, ou que sais-je, franchement, je ne vois pas la critique à faire. Parce que si les États ne prenaient pas quelquefois des initiatives de ce genre, franchement, ça serait très compliqué de mettre en œuvre des grands monuments. Regardez la ville de Paris. Évidemment, il y en a d'autres, mais la ville de Paris, c'est exemplaire. Si vous retirez tous les monuments qui ont été comment dirais-je, commandés par l'État, par le pouvoir. Mais c'est pas que des monuments. Monsieur Vinocq, la culture, c'est pas seulement des monuments, c'est aussi. Mais vous me parlez. Non, mais parce que c'est un des aspects du documentaire. Mais bien sûr, mais vous me parlez. Alors, si vous voulez, moi, je ne veux pas défendre absolument le double septennat de Mitterrand, mais je dirais qu'il y a eu quand même quelques initiatives en matière de culture qui n'étaient pas seulement les monuments. Alors justement, parlons de la fête de la musique qui a été initiée sous François Mitterrand. Qui était une initiative de Jacques Lang, qui était une façon d'immerger un peu la culture dans la sphère sociétale. Est-ce que vous diriez, Madame Djaouane, que c'est l'exemple
le bon exemple d'une culture qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui existe encore, puisque la fête de la musique, est-ce que c'est le bon exemple pour vous? Écoutez, tout d'abord, je veux dire une chose. Vous avez dit les monuments, enfin, la culture n'est pas que les monuments, mais une ville, c'est les monuments et l'architecture. Sans l'architecture, sans les monuments, il n'y a pas de ville. Vous allez à Los Angeles, il n'y a pas de ville. Vous allez là-bas, vous demandez qu'est-ce qu'il y a à voir, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. À part des autoroutes, il n'y a rien à voir. Hein. Vous allez au Hollywood Boulevard, je veux parler en français, Hollywood Boulevard, il n'y a rien. C'est l'arnaque totale. C'est une rue encore plus étroite que rue Vaugirard à Paris, sans aucun monument, sans aucun immeuble, sans rien. Donc, sans l'architecture, oui, sans architecture, il n'y a pas de culture. Mais au-delà de l'architecture, la fête de la musique, par exemple, pour vous, c'est quoi? C'est vraiment ça, la définition de la culture? C'est une forme de partage, de faire rencontrer des gens d'horizons différents, de cultiver la différence, c'est ça? Si vous voulez, je ne sais pas, mais on peut distinguer quand on prononce le mot culture, premièrement, on désigne la culture d'une nation. Là, les hommes politiques parlent avec déférence pour dire, voilà, la culture iranienne, la grande culture, la grande civilisation. Et le mot culture est associé au mot la civilisation. Et puis, il y a la culture anthropologique. La culture anthropologique qui englobe tout, qui est la façon de vivre, de manger, de s'habiller, les mœurs, les coutumes, jusqu'à même le système juridique qui s'est autonomisé en Occident, mais ce n'est pas le cas, par exemple, dans les pays islamiques où la charia fait office de loi. Et puis, il y a le mot culture au sens noble du terme qui dit la création culturelle dans tous les domaines, de l'architecture jusqu'à la poésie, les sculptures, la peinture, la littérature, le cinéma. Donc la culture, au sens noble du terme, eh bien pour moi, c'est la création artistique individuelle qui en fait ne se résume pas seulement à l'expérience individuelle ou à mais c'est le résultat de la culture locale peut-être et d'expériences individuelles, mais qui est née de la rencontre aussi, de la rencontre avec l'autre. Cet autre peut être l'autre culture, une autre personne, voilà. Donc c'est la création culturelle, c'est ce qu'on peut appeler au sens noble du terme, la culture. D'accord, donc il y a plusieurs formes de culture, absolument. Évidemment. Michel Vinocq, puisque vous parliez de François Mitterrand, on peut lui rendre grâce. Il a été le premier à doubler, ou le seul à doubler le budget de la culture. Mais il y a un point, notamment, qui m'est très cher, c'est le prix unique du livre. Alors, parce que cette décision qui a été prise, qu'on appelle la loi Lang, est capitale pour la défense du livre, qui était menacée par quoi? Ben évidemment, par les grandes surfaces, qui vendent aussi des livres, mais pas tous les livres, pas toute la gamme des livres. Et par conséquent, en faisant voter cette loi, on peut dire qu'il a sauvé très largement la librairie. La librairie qui n'est pas les grandes surfaces. Tous les libraires français, vous savez, c'est un métier très difficile. On en voit qui ferment boutique tous les mois. Mais néanmoins, grâce à cette loi, ils ont pu résister. Ils résistent encore par conséquent. Voilà un exemple d'une intervention, si vous voulez, de l'État, qui est une intervention positive en faveur d'une culture libre. Oui, mais Michel, vous trouvez justement qu'on a un peu déserté ce territoire aujourd'hui? C'est un peu le parent pauvre des budgets, la culture. Les politiques de rigueur, c'est d'abord sur la culture qu'on tape. Oui, effectivement. C'est un risque. Et puis on pourrait dire aussi que le mot culture s'est banalisé au point qu'on a l'impression que tout est culture, n'est-ce pas? N'importe quelle petite formation musicale ou n'importe quoi, enfin je dirais festival ou autre, doit être subventionné, etc. Parce que tout est égalisé, banalisé, tout est culture. Et non, je pense qu'il y a une culture qui doit être absolument, comment dirais-je, le mot doit être réservé
à la création, comme vous le disiez, c'est la création avant tout. Il nous reste 2 minutes, je voudrais juste revenir sur l'ouvrage que vous avez publié qui s'intitule « Comment lutter efficacement contre l'islamisme ». On a Contre l'idéologie islamique. On a célébré, commémoré il y a tout juste un an les attentats du Bataclan. Alors vous pensez que, quand vous dites ça, vous trouvez que le gouvernement français n'en fait pas assez ou qu'il n'est pas à la hauteur de l'événement ? Alors là aussi, ça demande 3 heures d'explication. Oui, alors on a 2 minutes. Je veux dire une chose par rapport à la culture. Ce que vous avez dit, c'est absolument juste. Il y a même pire. Vous voyez, au nom de la culture, parfois on commet des crimes. On dit, ou en fait, on cultive, non pas la culture, mais on cultive une espèce de dogmatisme. On encourage le dogmatisme et on encourage une sorte de barbarie. Et on dit ça, par exemple, et on le met au crédit du mot culture. Par exemple, on dit « ce n'est pas dans ma culture ». Vous voyez, on a entendu des gens appeler, après les attentats de Charlie Hebdo, certains qui ont dit « le blasphème n'est pas dans ma culture ». Mais là, c'est la vision la plus réductrice du mot culture, et je dirais la vision la plus dangereuse qui puisse exister de la culture. Comme si la culture était une identité fermée, vous voyez, comme une prison virtuelle dans laquelle les identités se formaient et que ces identités figées ne pouvaient pas du tout évoluer, connaître autre chose, devenir un autre. Donc, il y a il nous reste 1 minute. D'accord. Oui. Donc, il y a un usage de mot culture qui est absolument anticulturel même, qui en fait, on dit multiculturalisme. Pour moi, souvent, s'apparente à multibarbarisme. Et si vous aviez juste une définition, vous donnez un conseil pour justement lutter contre cette idéologie qui est quand même importante dans vos ouvrages? Alors, un conseil, ça serait, je ne vais pas donner des conseils des conseils de grand-mère, mais peut-être il faut connaître, vous savez, pour traiter un problème, il faut d'abord faire le bon diagnostic. D'accord ? Donc, il faut d'abord connaître comment est née cette idéologie. Cette idéologie consiste en quoi ? Et maintenant, en prenant en considération la réalité de la situation, la gravité de la situation, et penser qu'est-ce qu'on peut faire. Je propose vraiment des sites... une seule proposition, il nous reste 1 seconde, allez-y, donnez-moi une proposition. Alors, je demande, par exemple, pour mettre, mais là, je ne vais pas dire quoi, parce qu'il faut que les gens sachent déjà l'évolution du livre. Pour mettre au vote populaire pour certaines décisions qui concernent tous les Français. Merci. Le vivre ensemble, ce qu'on appelle vivre ensemble. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je vous invite à rester sur France 3. Dans un instant, c'est le journal de la mi-journée. Bon après-midi sur France 3. Merci de votre fidélité.